Les Whittaker mexicains. La famille qui a vécu cachée pendant 70 ans. Parfois, les visages qui nous bouleversent le plus ne sont pas ceux que nous voyons aux nouvelles, mais ceux qui vivent en silence, cachés dans les marges du pays. Il y a des familles qui n'auraient pas dû être oubliées, mais celle-ci, cette famille, n'aurait jamais dû naître. Cela semble cruel, injuste, presque impensable. Mais quand le sang se répète pendant des générations, quand l'isolement devient habitude et la douleur un héritage, ce qui reste est un écho humain, piégé dans des corps qui peuvent à peine comprendre le monde qui les entoure. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une histoire de monstres, ni de science-fiction. C'est une histoire d'abandon, de consanguinité, de cris que personne n'a entendus. Et d'un homme, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, qui a 41 ans, mais ne sait pas prononcer son propre nom. Je suis Burgo, et ceci est Mexique interdit. Si ce que tu es sur le point d'entendre te secoue, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Pourquoi y a-t-il des histoires comme celle-ci qui ont besoin d'être racontées? Non pour juger, mais pour comprendre combien de mal l'oubli peut causer? Tout a commencé dans une région reculée de Durango, où la montagne s'élève haut et les sentiers se perdent entre les ravins et les broussailles. Là, où les chemins deviennent impossibles pour les véhicules, vit une famille dont presque personne n'a entendu parler, les Ortega Herrera. Une famille qui, pendant des générations, a évité le contact avec le monde extérieur, construisant ses maisons avec ce qu'elle trouvait dans la montagne, élevant des animaux pour survivre et éduquant ses enfants seulement avec ce qu'elle savait, ce qui n'était pas beaucoup. Dans leur généalogie, il n'y a pas de branches, il y a des cercles fermés. Des cousins qui épousèrent des cousines, des nièces avec des oncles, des pères avec des filles. Tout en silence, tout sans intervention. Dans les années 40, lorsque les derniers échos de la guerre des Cristeros résonnaient encore dans les villages du Nord, Don Emilio Ortega a fui un massacre dans sa communauté religieuse. Il s'est retiré dans la Sierra de Canelas avec sa sœur cadette, 2 ânes et un chapelet. Ils vécurent comme ils purent. Et là, sans option, sans voisins, sans loi, la ligne entre famille et couple s'est estompée. Ce qui commença comme une stratégie de survie se termina comme une chaîne de condamnation génétique. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants sont nés d'un même arbre qui ne s'est pas ramifié. L'un de ses descendants est Ramiro. Ramiro avait 41 ans quand nous l'avons connu, mais n'importe qui le confondrait avec un enfant. Non seulement en raison de sa petite taille et de sa complexion osseuse faible, mais aussi par la façon dont il bougeait, comme si son corps ne répondait pas entièrement à ses pensées. Il émettait des sons gutturaux, répétitifs, incapable d'articuler le moindre mot. Il avait le regard bas, fuyant. Mais si tu le regardais fixement pendant quelques secondes, il avait l'habitude de sourire. Un sourire brisé, désordonné, comme celui d'un enfant qui ne comprend pas pourquoi le monde le rejette. Il n'était jamais allé à l'école. Il n'avait jamais été diagnostiqué. Personne ne lui avait jamais demandé s'il avait mal quelque part. Il vivait avec ses 3 frères, tous avec des degrés différents de déficience cognitive, et sa mère, Luisa Herrera, une femme consumée par le temps et par la culpabilité. Quand nous sommes arrivés pour la première fois à cet endroit, nous avons dû monter pendant des heures par un sentier à peine marqué, guidés par l'écho d'une rumeur. Là-haut vit une famille qui ne laisse entrer personne. Ce que nous trouvâmes fut une cabane mal assemblée avec des tôles rouillées, clôturée avec des branches, et une odeur d'humidité, et d'excréments qui flottaient dans l'air comme une promesse de peine. Luisa sortit la première avec un fusil à la main. Elle ne nous visa pas. Elle le tenait juste, comme quelqu'un qui embrasse une vieille menace.
Elle nous regarda avec des yeux de vache blessée, essayant de deviner si nous venions aider ou juger. Nous lui dîmes que nous voulions parler, que nous apportions des médicaments, de la nourriture, que nous étions des médecins ruraux et des documentalistes. Elle ne répondit pas. Elle nous laissa juste passer. Pour une raison quelconque, quelque chose sur son visage disait qu'il ne lui restait plus de force pour nier davantage. À l'intérieur, nous vîmes Ramiro assis par terre, le dos contre un mur de terre, tenant un bâton à 2 mains. Il le déplaçait comme s'il jouait d'un violon invisible. Maria, sa sœur, était couchée sur un lit de camp sans matelas, couverte d'une couverture sale jusqu'au cou. Son visage était tordu, son nez enfoncé, sa mâchoire proéminente. Elle ne parlait pas non plus. Elle ne faisait que bouger les yeux, comme si elle cherchait quelque chose que personne ne lui avait promis. Luisa nous raconta, avec des phrases entrecoupées, que sa famille n'était jamais sortie de la Sierra, que son père fut son mari, que sa mère était aussi sa tante, est aussi que cela n'avait pas d'importance, parce qu'ils avaient toujours vécu ainsi. Dieu sait, disait-elle, Dieu les a envoyés ainsi. Nous avons essayé de parler de génétique, de santé, de droits humains. Mais chaque fois que nous mentionnions le mot « hôpital », Luisa se refermait. Elle craignait que nous les emportions, qu'ils les stérilisent ou les tuent sur des tables froides. Elle avait panique des médecins, des institutions, du monde extérieur. Pour elle, la Sierra était sa seule patrie, et sa famille, sa seule vérité. Nous passâmes 3 jours là-bas, documentant ce que nous pouvions, gagnant la confiance de Luisa, en nous observant d'intervenir trop. Nous avons filmé Ramiro mangeant avec les mains dans la même assiette que les chiens. Maria ayant des convulsions nocturnes que personne ne savait comment traiter. Un enfant de 9 ans, fils d'un des frères, qui montrait déjà des signes de retard sévère. Ce fut comme voir le cycle se répéter au ralenti sans pouvoir l'arrêter. Avant de partir, nous demandâmes à Luisa de nous laisser emmener Ramiro et Maria à la ville, même si ce n'était que pour quelques jours. Nous promîmes de ne les obliger à rien, seulement de vérifier leur santé. Elle nous regarda longuement et dit quelque chose qui me hante encore la nuit. « Si vous les emportez, ne revenez pas. Ici, personne ne revient. » Nous partîmes les mains vides, mais le cœur plein de questions. Comment est-il possible que, en plein 21e siècle, une famille comme celle-ci vive complètement isolée? Quelle responsabilité a l'État, la société, nous-mêmes? Où finit le droit de vivre comme on veut? Et où commence le devoir de protéger la vie humaine? Nous ne savions pas alors que ce ne serait pas la dernière fois que nous verrions Ramiro. Ni qu'une femme, une figure inattendue du passé, était sur le point de revenir à cette montagne pour tout changer. Parce que derrière toute famille brisée, parfois il y a quelqu'un qui n'a pas encore renoncé à guérir. 3 ans passèrent depuis cette visite. 3 ans durant lesquels nous ne pûmes oublier ni Ramiro, ni Maria. Les images que nous avons capturées, bien qu'elles n'aient jamais été publiées par respect, nous poursuivaient. Nous savions que le temps jouait contre eux. Corps mal nourris, sans attention médicale, vivant parmi les animaux, sans défense. Ce n'était qu'une question de temps pour que quelque chose d'irréparable se produise. Mais nous savions aussi que nous ne pouvions pas forcer l'aide. Luisa, malgré tout, était sa mère. Et sa peur du monde extérieur était plus forte que notre volonté. C'est alors, fin 2016, que nous avons reçu un message inattendu. Il venait d'une femme nommée Isabelle Herrera. Elle disait être la nièce de Luisa. Elle s'était échappée de la montagne à 14 ans avec l'aide d'une institutrice rurale, et depuis lors, elle avait vécu à Zacatecas, où elle avait étudié les soins infirmiers grâce à une bourse. Le message était clair.
Je sais qui vous êtes. J'ai vu ce que vous avez enregistré. Je dois revenir. Mais je ne peux pas le faire seul. » Elle nous demandait de l'aide. Non pas pour faire un scandale, ni pour exposer sa famille. Elle nous demandait de l'aide pour entrer de nouveau, de manière humaine, et convaincre sa tante de la laisser emmener Ramiro et Maria. Seulement cela. Une dernière opportunité pour leur donner de la dignité. Nous n'avons pas hésité. Nous avons organisé le voyage avec elle. Cette fois-ci, nous n'allions pas avec des caméras ni des équipements. Seulement avec des médicaments, des aliments, des couvertures propres et un engagement. Nous n'élèverions pas la voix, nous ne jugerions pas, et nous ne franchirions aucune ligne sans consentement. Quand Isabelle arrive à l'entrée du sentier, ses mains tremblaient. Elle n'était pas revenue à cet endroit depuis qu'elle avait fui. Elle se souvenait de chaque pierre du chemin. Elle nous confia qu'enfant, elle avait tenté de parler à sa tante du monde extérieur. Mais elle avait été frappée par son propre père et forcée de se taire. Elle disait que Ramiro était son cousin, mais aussi son ami d'enfance. Que bien qu'il ne parlât jamais, il la comprenait avec les yeux. La montée fut difficile. Plus de 5 heures de marche. Mais en arrivant, quelque chose avait changé. La cabane était toujours debout, mais plus détériorée. Il n'y avait aucun signe de Maria. Louisa était assise dehors, le regard perdu. Quand elle vit Isabelle, elle ne dit pas un mot. Elle se leva lentement, marcha vers elle et l'embrassa. Elles pleurèrent en silence. Il n'y avait pas de reproche, seulement du temps accumulé. Cette nuit-là, pour la première fois, Louisa parla longuement. Elle nous raconta que Maria était morte des mois auparavant, au milieu d'une tempête. Que son corps s'était éteint, qu'elle avait convulsé pendant des heures, et qu'elle n'avait pas su quoi faire. Ils l'ont enterrée derrière la cabane, sous un arbre sec. Personne n'a été prévenu. Personne n'a su. Elle est simplement partie. Comme si elle n'avait jamais existé. Ramiro était toujours là. Plus maigre, plus silencieux, avec la peau rougie par des infections. Quand il vit Isabelle, il la regarda pendant 1 minute complète. Puis, il fit un bruit court, comme un petit gémissement, et s'approcha lentement. Isabelle s'accroupit, lui toucha le front et lui murmura « C'est moi, Ramiro. Je suis venu. » Il posa sa tête sur sa poitrine et ferma les yeux. Cette nuit-là, nous avons décidé de ne pas faire pression. Nous avons dormi par terre avec eux. Nous avons entendu les chiens se battre pour de la nourriture. Comme les insectes bourdonnaient près de nos oreilles. Et comme Louisa priait à voix basse. À l'aube, Isabelle parle avec sa tante. Elle lui expliqua qu'elle ne venait pas emmener personne par la force. Qu'elle voulait seulement que Ramiro ait une opportunité. Un matelas, un médecin, un lit propre. Qu'elle ne voulait pas l'arracher, mais le soulager. Louisa hésita. Elle marcha pendant des heures entre les buissons. Elle revint le soir. Et nous dit, « Si vous l'emmenez, promettez-moi que vous ne le blesserez pas, que vous ne l'enfermerez pas, que vous ne le toucherez pas là où il ne faut pas. » Nous lui avons donné notre parole. La descente fut encore plus difficile. Ramiro ne pouvait pas marcher de longues distances. Nous l'avons porté à tour de rôle sur une civière improvisée. Nous avons mis 7 heures pour atteindre la première route carrossable. Là, une ambulance discrète, sans logos, nous attendait déjà. Le conducteur était un ami d'Isabelle, lui aussi infirmier. Pendant le trajet, Ramiro dormait et se réveillait par cycles brefs. Parfois il souriait, parfois il avait peur des bruits. Il ne prononça jamais un mot. Nous l'avons emmené dans un centre spécialisé à Zacatecas, un endroit humble, mais avec un personnel sensible. Ils lui firent des analyses, des radiographies, des résonances.
Ils le baignèrent avec soin. Ils lui coupèrent les cheveux. Ils lui offrirent des fruits qu'il n'avait jamais goûtés. Il mangeait avec lenteur, comme si tout était nouveau. Les médecins étaient surpris. Son état physique était grave, mais non irréversible. Il présentait une dénutrition chronique, une perte musculaire sévère, une gale, une anémie et des signes de retard mental profond. Mais il n'y avait aucune mutation génétique rare. Ce qu'il avait était le résultat de générations de consanguinité. Une charge génétique si répétée que les mêmes faiblesses s'exprimaient avec une force dévastatrice. « Ce n'est pas sa faute », dit un des médecins. « C'est la faute de tous ceux qui ne sont jamais arrivés. » Pendant des semaines, Ramiro prit du poids. Il apprit à marcher avec de l'aide. Il commença à identifier les couleurs, les formes, les sons. À sourire plus souvent. À faire sonner une petite cloche quand il avait faim. Et Isabelle était toujours près, lui lisant des contes, lui chantant des chansons d'enfance. Il ne comprenait pas tous les mots. Mais il écoutait. Et cela était déjà un miracle. Le plus émouvant fut un jour où on lui montra une photo. C'était une image de sa sœur Maria, qu'Isabelle avait gardée depuis qu'elle était enfant. En la voyant, Ramiro resta immobile. Puis il prit la photo des deux mains, l'approcha de son visage et l'embrassa. Après, il commença à pleurer. Cela nous brisa, car nous comprîmes que, bien qu'il ne parlât pas, bien que son esprit fût limité, son cœur se souvenait. Isabelle demanda légalement la garde de Ramiro. Le processus fut long, mais il fut accompli. Aujourd'hui, il vit avec elle dans une maison adaptée, avec le soutien de volontaires. Il a son propre espace, un lit propre, une petite radio où il écoute de la musique douce. Il ne sait pas écrire son nom, mais il reconnaît son visage dans le miroir. Et quand quelqu'un lui demande s'il est heureux, il touche sa poitrine de sa main ouverte et hoche la tête. Cette transformation, bien que partielle, fut suffisante pour Isabelle. Mais ce fut aussi le début d'un débat plus large. Car si Ramiro survécut malgré tout, combien d'autres comme lui restent perdus dans les montagnes, sans nom, sans voix, sans étreinte? Dans les prochains jours, les enregistrements que nous fîmes, maintenant avec autorisation, seraient présentés lors d'une conférence médicale sur l'isolement rural et la génétique. Mais ce que personne n'attendait, c'était que l'affaire devienne virale. Que Ramiro devienne, sans le vouloir, le symbole d'une blessure que le Mexique ne veut pas encore regarder. Quand le cas de Ramiro commença à circuler sur les réseaux sociaux, les opinions ne tardèrent pas à se diviser. Un secteur de la population réagit avec un mélange de compassion et d'horreur. Pour eux, Ramiro représentait le visage le plus dur de l'abandon. Un homme piégé dans un corps détérioré par des générations d'ignorance. Mais avec un regard si profondément humain qu'il était impossible de ne pas frissonner. Cependant, un autre secteur commença à pointer du doigt avec cynisme, moquerie et commentaires cruels. Il le comparait à des animaux, utilisait des mots comme mutant, expérience, erreur génétique. Il l'appelait le guitaquer mexicain, faisant référence à la famille américaine de consanguinité notoire, qui avait causé un tollé sur Internet des années auparavant. Et Isabelle tenta d'ignorer la vague d'exposition. Il savait que l'histoire de son cousin ne devait pas devenir un spectacle, et encore moins un objet de curiosité malsaine. Mais le mal était fait. En moins d'une semaine, des photos de Ramiro se baignant avec de l'aide, souriant avec un nouvel ourson en peluche, ou simplement assis sur son lit regardant par la fenêtre, ont commencé à être partagées sans contexte. Certains comptes sensationnalistes affirmaient faussement qu'il avait été enlevé à sa famille d'origine. D'autres disaient qu'il était le produit de rituels anciens dans la Sierra.
Les théories se multipliaient, tandis que la vérité, la vraie, brute et documentée, était ensevelie sous un déluge de bruit numérique. C'est alors que nous avons décidé d'intervenir. Depuis la chaîne, nous avons lancé un spécial expliquant ce qui s'était passé depuis le début, qui était Ramiro. Quelle avait été son histoire familiale? Quels constats médicaux avaient été faits et comment il avait été possible de le sortir de cet enfer sans rompre le lien avec sa mère? La vidéo ne contenait pas d'images explicites et n'appelait pas au scandale. Seulement des faits, des témoignages et surtout du respect. L'impact a été immédiat. Des médecins généticiens, des sociologues, des travailleurs sociaux et des journalistes ont commencé à s'intéresser au phénomène de la consanguinité dans les zones reculées du Mexique. Ce qui avait été un cas isolé est devenu une discussion nationale. Des émissions de télévision ont invité Isabelle, qui a refusé presque toutes les demandes, à l'exception d'une interview dans un forum académique diffusé par la télévision publique. Là, d'une voix ferme mais visiblement affectée, elle a raconté l'histoire de sa famille, le cycle de répétition qui, pendant des décennies, avait été justifié par la peur et la coutume, et le coût humain de cette ignorance. « Ma famille n'est pas un monstre », a-t-elle dit. « C'est le silence qui les a transformés en ce qu'ils sont. » Son intervention a été applaudie, mais a également déclenché une réaction inattendue. D'autres cas ont commencé à apparaître. De Chihuahua, une femme a écrit racontant que sa grand-mère avait épousé son oncle sans le savoir et que plusieurs de ses frères et sœurs présentaient des symptômes similaires à ceux de Ramiro. À Oaxaca, un jeune homme a raconté comment il vivait dans une communauté où le seul enseignant avait eu des enfants avec 3 de ses élèves, toutes cousines entre elles. Dans le Guerrero, une infirmière a partagé des photos d'une famille où 6 des 8 enfants ne parlaient pas et 2 marchaient à 4 pattes. C'étaient des histoires isolées, désordonnées, mais avec un schéma clair. Isolement, consanguinité, extrême pauvreté et oubli institutionnel. Le ministère de la Santé n'a pas tardé à réagir. Ils ont créé un programme de dépistage génétique et de santé rurale, avec des brigades médicales prêtes à parcourir les régions les plus inaccessibles du pays. C'était un pas important, bien que tardif. Mais, en même temps, des voix ont surgi accusant le gouvernement d'opportunisme, de vouloir utiliser Ramiro comme étendard sans avoir rien fait auparavant. Isabelle a refusé que son cousin soit utilisé à des fins politiques. C'est pourquoi elle a exigé que toute aide soit acheminée par le biais d'organismes civils indépendants. Pendant ce temps, Ramiro continuait d'évoluer. Il a appris à identifier quand il avait besoin d'aller aux toilettes, à tenir une cuillère, à reconnaître son nom quand quelqu'un le disait à voix haute. Un jour, tandis qu'Isabelle lui montrait un livre d'enfants avec des figures d'animaux, il a montré une vache et a émis un son qui semblait imiter le mugissement. Tout le monde dans la pièce a souri. C'était un pas minime pour n'importe quel enfant, mais un miracle pour lui. Il a également commencé à montrer ses émotions avec plus de clarté. S'il entendait des cris à la télévision, il se couvrait les oreilles. Si quelqu'un pleurait, il s'approchait et touchait sa main. Si une chanson lui plaisait, il l'écoutait en boucle, bougeant légèrement les pieds. Il avait appris à rire, pris. Ce corps qui semblait ne rien sentir, répondait maintenant. Ses yeux éteints clignaient maintenant avec intention. Cet esprit, bien que limité, avait encore de la place pour la tendresse. Lors d'un des examens médicaux, un spécialiste en neurologie infantile, qui avait traité des dizaines de cas similaires, nous a dit quelque chose qui nous est resté gravé. Le cerveau humain possède des ressources que nous ne comprenons pas encore.
Même les plus endommagés, s'ils reçoivent affection, soins et structure, peuvent s'épanouir. Pas toujours. Mais parfois, oui. Ramido en était la preuve. Cependant, tout n'était pas amélioration. Chaque pas en avant était accompagné d'une réalité que nous ne pouvions ignorer. Les séquelles génétiques étaient là, marquées dans son ADN comme des cicatrices invisibles. Son espérance de vie restait réduite. Son système immunitaire était faible. Et il y avait des jours où il refusait simplement de bouger, comme si un nuage gris l'enveloppait sans raison. Dans ces occasions, Isabelle le prenait par la main, le menait dans la cour et lui chantait. Parfois cela suffisait, d'autres fois non. Mais Ramido n'était plus seul, et cela pour lui était suffisant. Un après-midi, pendant qu'il jouait avec des blocs de bois, Isabelle lui demanda, plus par habitude que par espoir, « Veux-tu peindre ?» Il ne répondit pas, mais il prit un crayon bleu, le passa sur une feuille blanche et dessina un cercle irrégulier. Ensuite, un autre plus petit à l'intérieur. Puis, une ligne qui les unissait. C'était la première fois qu'il faisait quelque chose avec intention. Pour Isabelle, ce dessin était plus qu'un gribouillis. C'était une carte de leur lien. Un trait maladroit, mais plein de sens. Elle l'encadra et le mit au mur. Et chaque fois que quelqu'un de nouveau venait leur rendre visite, elle le montrait et disait « Ceci est le cerveau de Ramido. Imparfait, mais connecté. Comme nous tous. » Mais le plus surprenant arriva des mois plus tard. Lorsque le cas parvint, sans le chercher, aux oreilles d'un groupe de chercheurs français spécialisés en génétique des populations. Ils demandèrent d'analyser l'histoire des Ortega Herrera dans le cadre d'une étude plus large sur la consanguinité multigénérationnelle. Ils précisèrent qu'ils ne voulaient pas utiliser Ramido comme objet, mais comme sujet avec une histoire, un contexte et des droits. Isabelle accepta, à une condition, que toute publication scientifique mentionne sa famille avec respect et que les résultats soient partagés également avec des institutions mexicaines pour améliorer les politiques publiques. Les chercheurs se rendirent à Zacatecas, rencontrèrent Ramido, vécurent avec lui pendant des jours et prirent des échantillons de manière non invasive. Les résultats préliminaires furent révélateurs. Ramido n'avait aucune mutation spécifique expliquant sa condition. Ce qu'il présentait était un phénomène peu documenté, appelé effondrement de la diversité génétique, dans lequel la répétition de matériel génétique similaire pendant des générations augmente exponentiellement les probabilités que des gènes récessifs nuisibles s'expriment. Ce n'était pas un ni deux, c'étaient des dizaines de gènes affectés, simultanément. L'un des généticiens, visiblement ému, dit « Ceci n'est pas seulement de la science. C'est une tragédie silencieuse qui se produit dans de nombreux coins du monde. Et le Mexique n'est pas l'exception. » L'étude fut publiée dans une revue médicale à fort impact et généra des réactions dans toute l'Amérique latine. Mais au-delà de la science, ce qui a le plus touché les gens fut une photographie incluse avec la permission d'Isabelle. L'image de Ramiro tendant son dessin bleu, regardant la caméra avec un sourire tordu, mais lumineux. Au bas de la photo, il était écrit « Ramiro, 42 ans. Il n'a jamais parlé, mais il a appris à dessiner ce qu'il ressentait. Cette image est devenue un symbole. Dans les universités, elle fut utilisée pour parler de bioéthique. Dans les congrès, pour discuter de santé rurale. Sur les réseaux sociaux, pour rappeler que même dans les corps les plus oubliés, il y a de la lumière. Et dans cette lumière, Ramiro commençait à trouver sa place. Malgré la commission publique, l'intérêt académique et la couverture médiatique croissante, il y avait une partie de l'histoire qui demeurait irrésolue. Une présence silencieuse
qui, bien qu'elle ne se fût pas manifestée ouvertement, continuait à battre au fond de tout. Luisa Herrera. La mère de Ramiro était restée seule en haut de la sierra, dans cette cabane où la pluie s'infiltrait par les toits rouillés et les nuits étaient plus froides depuis que Maria n'était plus là. Personne ne l'avait revue depuis qu'elle avait permis à son fils de descendre en ville. Et Isabelle lui écrivait de temps en temps, envoyant des lettres par l'intermédiaire d'une institutrice rurale qui vivait à plusieurs heures de marche. Mais les réponses étaient toujours brèves, presque cryptées. Il va bien. Que Dieu le garde. Jamais plus d'une ligne. Jamais une signature. Et Isabelle savait que, tôt ou tard, elle devrait revenir. Elle le ressentait comme une dette morale, mais aussi comme une nécessité émotionnelle. Malgré le mal, le silence, l'isolement, elle restait son sang. Sa tante l'avait élevée toute seule, même si c'était avec une vision maladroite, marquée par la répétition d'erreurs ancestrales. Et maintenant que Ramiro commençait à vivre, Isabelle sentait qu'elle devait fermer ce cercle. Non pas pour elle, pour lui. Elle organisa le voyage en secret. Elle ne voulait ni caméra, ni journaliste, ni volontaire. Elle emporta seulement un sac à dos avec des médicaments, une nouvelle couverture, des photos imprimées de Ramiro et une petite radio portable avec des enregistrements de la voix de son cousin riant. La montée fut plus dure que jamais. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas pris ce chemin. Et le sentier était presque effacé par la croissance des mauvaises herbes. Pendant des heures, on n'entendait rien d'autre que le craquement de ses pas et le sifflement du vent entre les branches. Quand elle arriva à la cabane, elle la trouva vide. Il n'y avait pas de fumée sortant du toit, ni d'animaux à proximité. Le silence était si absolu qu'il paraissait irréel. Elle frappa à la porte avec ses phalanges. Elle attendit. Personne ne répondit. Elle fit le tour, appela à voix basse. Enfin, derrière la cabane, elle trouva Luisa assise près de la tombe de Maria, couverte d'une vieille couverture, regardant vers l'horizon. Elle ne bougea pas en la voyant, pas même en entendant son nom. Isabelle s'approcha lentement, s'assit à côté d'elle et lui offrit une tasse d'eau chaude qu'elle avait apportée dans un thermos. Luisa la prit sans parler. Elles restèrent ainsi pendant des minutes, jusqu'à ce que finalement, avec une voix cassée, presque brisée, elle dit « J'ai rêvé de lui. Je l'ai vu marcher. Il m'embrassait. » Isabelle sortit les photos. Elle les lui montra une par une. Ramiro souriant, Ramiro peignant, Ramiro avec un nouveau t-shirt, regardant des dessins animés. Luisa les regardait attentivement, comme si elles étaient sacrées. Une larme tomba sans qu'elle fît le moindre geste. « J'ai pensé qu'il allait mourir là-bas, » dit-elle, baissant le regard. Qu'ils allèrent le briser de l'intérieur. « Il est vivant, tante. Il apprend. À sa manière, mais il vit. » Luisa resta en silence. Puis elle leva les yeux et pour la première fois depuis des années, demanda quelque chose qui désarma Isabelle. « Il se souvient encore de moi. » Isabelle ne répondit pas avec des mots. Elle sortit la radio, l'alluma et reproduisit l'audio. On entendait le rire de Ramiro, ce son étrange, désordonné, mais réel. Ensuite, une infirmière lui demandait « Où est maman ?» Et Ramiro, avec effort, touchait sa poitrine et lâchait un son aigu, presque comme un chant. L'infirmière lui disait « Ici », et il acquiesçait. Luis se couvrit la bouche des deux mains. Elle ne pleura pas, mais tout son corps tremblait comme si elle le faisait. Isabelle l'embrassa sans rien dire. Elles restèrent ainsi, au pied de la tombe, pendant 1 heure. Cette nuit-là, Luis accepta de descendre, pas pour rester, seulement pour voir Ramiro, seulement pour... Isabelle l'aida à emballer quelques-unes de ses rares affaires.
lui prêta des bottes plus résistantes, et ensemble, elles descendirent Mescarer la Sierra, dans un trajet lent mais chargé d'une tension silencieuse. La femme qui auparavant tenait un fusil avec méfiance portait maintenant un sac de médicaments et une photo de son fils sur la poitrine. Quand elles arrivèrent au centre, Ramiro était dans le jardin, assis sous un arbre, regardant passer les nuages. En la voyant, il ne réagit pas immédiatement. Quelques secondes de déconcertement passèrent, jusqu'à ce qu'il la reconnaisse. Alors il se leva, marcha vers elle, lui prit la main et posa son front sur son ventre. Il ne dit rien. Mais tout était dit. Louise se brisa. Elle s'agenouilla devant lui et l'embrassa comme elle ne l'avait jamais fait. Elle lui caressait les cheveux, lui disait des mots incompréhensibles entre ses uros. Ramiro ne faisait que sourire. Depuis ce jour-là, Louise resta pendant une semaine. Elle dormait dans une petite chambre à côté de Ramiro, l'accompagnait dans ses thérapies, apprenait des médecins, posait toutes les questions. Elle découvrit des choses qu'elle n'avait jamais sues, comme baigner quelqu'un avec une peau sensible, comment préparer des aliments riches en héros, comment identifier une infection avant qu'elle ne progresse. Elle devint apprentie d'une réalité qui lui avait toujours semblé menaçante. Mais à la fin de la semaine, elle demanda à retourner à la montagne. « Je ne suis pas faite pour ce monde, » dit-elle. « Mais maintenant je sais que lui, si. » Elle promit à Isabelle qu'elle écrirait, qu'elle serait attentive. Que, si un jour Ramiro voulait la revoir, elle aurait la cabane prête, avec le toit réparé, avec du bois de chauffage neuf, avec du pain chaud. « Je ne veux pas qu'il me pardonne, » dit-elle avant de partir. « Je veux seulement qu'il sache que je l'aime. À ma manière, mais je l'aime. » Isabelle l'embrassa pour la dernière fois. Elle vit comment elle s'éloignait en marchant le dos courbé et la couverture sur les épaules. Elle ne la revit plus depuis lors. Ramiro, cependant, s'y demanda après elle. À sa manière, il montrait la photo de sa mère et faisait un geste des mains comme s'il la cherchait. Isabelle lui disait qu'elle était loin, mais qu'il se souvenait d'elle tous les jours. Il acquiesçait et retournait à ses dessins. Peu à peu, l'histoire cessa d'être tendance sur les réseaux. Les caméras s'éteignirent, les journalistes cherchèrent de nouvelles tragédies à couvrir, mais dans la quotidienneté, la vie continuait. Ramiro avait des routines. Il se levait, déjeunait, peignait, faisait des siestes courtes, sortait au jardin. Il n'avait plus peur des sons forts. Il commençait à tolérer plus de gens. Il avait même fait un ami, un jeune homme atteint du syndrome de Down, appelé Emiliano, avec qui il partageait des jeux et des rires. Un jour, lors d'une séance d'art, il peignit quelque chose de différent. Un paysage. Une petite cabane sur une colline, avec un arbre sur le côté. Et au pied de l'arbre, deux figures, une grande enveloppée dans une couverture et une autre plus petite, debout à son côté. Personne ne lui dit quoi peindre. Personne ne le dirigeait. C'est sa mémoire qui parlait. Et savoir encadrer ce dessin à côté du premier. Deux portraits d'une vie qui n'aurait pas dû exister, mais qui, contre toute attente, continuait d'illuminer le monde. Le temps, ce même temps qui pendant des générations avait été un ennemi silencieux de la famille Ortega Herrera, commença à devenir, pour la première fois, un allié. Ramiro a eu 44 ans en ville. Un chiffre sans célébration, sans gâteau, sans bougie, mais avec quelque chose de beaucoup plus important. Une chaise près de la fenêtre, une couverture chaude et la certitude qu'il n'était plus seul. Cet homme qui avait vécu près d'un demi-siècle sans comprendre le monde, comprenait maintenant des choses simples. Qu'après le petit déjeuner venait la promenade, que quand Isabelle disait « je reviens », elle revenait effectivement, et que les câlins ne faisaient pas mal. C'était un langage silencieux, mais chargé de sens. Dans l'institution où il vivait,
quelques jeunes volontaires l'appelaient l'artiste. Parce qu'il passait des heures, avec des crayons et des aquarelles, remplissant des feuilles de formes imparfaites mais répétitives, des cercles dans des cercles, des lignes ondulées, des taches qui portaient toujours des tons terre et bleus. Personne ne comprenait entièrement ce qu'il représentait, mais tous sentaient qu'il y avait quelque chose de profond là. Un jour, un ergothérapeute osa lui demander à voix basse, pendant qu'il dessinait, « Qui est celui-ci ?» en désignant un trait central dans son œuvre. Ramiro le regarda, toucha sa poitrine de la main ouverte, puis désigna le même point. Ce ne fut pas un mot, ce ne fut pas une réponse structurée, mais ce fut l'affirmation la plus claire qu'il ait faite de sa vie. C'était lui. Isabelle, de son côté, commença à recevoir des lettres d'autres femmes de régions marginalisées. Certaines étaient des institutrices rurales, d'autres des infirmières, même des mères qui avaient identifié des signes préoccupants chez leurs enfants. Toutes lui demandèrent la même chose, des conseils, une orientation, de l'espoir. Sans le vouloir, Isabelle devint une voix, non d'autorité, mais d'expérience. Elle fonda une petite association à but non lucratif appelée Cercle Bleu, en l'honneur des dessins de Ramiro, dans le but de former des professionnels et des familles sur la consanguinité, la santé mentale et les droits de l'homme. Mais le plus grand défi arriva lorsque le gouvernement fédéral, pressé par l'opinion publique et les études internationales, l'invita à participer à la rédaction d'une nouvelle politique publique pour la prise en charge des communautés isolées à risque génétique. Ce fut une décision difficile. D'un côté, elle sentait que cela pouvait changer de nombreuses vies. D'un autre, elle craignait que le système n'absorbe son histoire et ne la dilue dans la bureaucratie. Elle accepta à une condition, que la première réunion ne se fasse pas dans un bureau en ville, mais dans une véritable communauté rurale, où les fonctionnaires devraient regarder dans les yeux les personnes que leurs politiques affectaient. Et ainsi ce fut. La première session eut lieu dans une petite école de Chihuahua, avec des mères, des enfants, des médecins ruraux et du personnel d'État assis en cercle, écoutant des témoignages réels. Là, Isabelle montra une photo de Ramiro. Certains pleurèrent, d'autres restèrent en silence, mais tous comprirent que ce n'était pas une statistique. C'était une vie. Pendant ce temps, dans son centre de jour, Ramiro avait formé une sorte de routine spirituelle. Chaque matin, il s'approchait d'une petite figure en bois sculpté, un arbre avec 2 figures humaines enlacées aux pieds. Il la touchait du doigt, puis s'asseyait en silence, regardant vers la fenêtre. Personne ne savait qui avait sculpté cette figure, mais tous savaient que c'était important pour lui. Un après-midi d'automne, quand l'air était frais et le soleil entrait de côté par les fenêtres, Isabelle s'approcha de lui avec une enveloppe. C'était une lettre. Elle venait de la Sierra, de Louisa. Elle la lut à voix haute. Elle disait peu, comme toujours, mais chaque mot était un trésor. « Je l'ai bien vu en rêve », disait-elle. « J'étais dans un jardin. Il me regardait sans peur. Je lui chantais, le roi. Et à la fin, une phrase écrite d'une main tremblante, mais ferme. Merci de ne pas l'avoir laissé disparaître. » Ramiro ne comprit pas chaque mot, mais reconnut la voix d'Isabelle en la lisant, et en terminant, il la serra simplement dans ses bras. Il resta ainsi longtemps, respirant lentement, comme si le temps ne lui pesait plus. Ce fut la fin d'un cycle, mais aussi le début de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, plus de 5 ans après, le cas de Ramiro est étudié dans les universités, discuté dans les forums médicaux et présenté lors de conférences sur la bioéthique. Son visage, autrefois caché, est maintenant un symbole de résilience,
mais aussi d'avertissement. Parce qu'il ne suffit pas de nous émouvoir. Il faut agir. Isabelle continue de travailler. Son association a identifié plus de 80 cas dans différentes régions du pays. Certains avec des dommages sévères, d'autres encore à temps pour recevoir un soutien. Elle a formé plus de 200 travailleurs communautaires et a réussi à ce que plusieurs universités incluent des programmes de soins génétiques dans leur plan de médecine rurale. Ramiro continue de peindre. Il a rempli 3 cahiers entiers. Dans l'un d'eux, il fit quelque chose de nouveau. Il dessina une figure aux bras ouverts. Et à côté, une autre plus petite, avec une couverture. Personne ne dit rien. Seule Isabelle sourit. Elle savait qui ils étaient. Et toi, qui es arrivé jusqu'ici, tu as maintenant une histoire que tu ne peux pas oublier. Une histoire qui n'aura peut-être ni héros ni fin parfaite, mais qui nous oblige à regarder avec d'autres yeux. Les autres. Les oubliés. Ceux qui n'auraient jamais dû exister, selon certains, mais qui nous enseignent, sans mots, ce que signifie réellement vivre. Si cette histoire t'a ému, je t'invite à t'abonner à la chaîne Mexico Prohibido. Ici, nous racontons les histoires que d'autres préfèrent ignorer. Laisse-nous un commentaire si tu as une réflexion ou si tu connais quelqu'un qui a besoin d'être écouté. Et si tu souhaites que nous prions pour quelqu'un, écris son nom ci-dessous. Tu n'es pas seul. Ici, personne ne reste silencieux.